Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise Philippe Ruzu. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président fondateur de Build for Use, for avec un 4, cabinet de conseil spécialisé sur le smart building, le bâtiment intelligent et l'IoT, l'Internet des objets, les objets connectés. Vous avez deux types d'actions, vous allez concevoir un projet, conseiller et concevoir ce projet et puis étudier le parcours de l'utilisateur et les infrastructures techniques qu'il faut déployer par rapport au parcours de cet utilisateur. Ce que j'ai trouvé tout à fait étonnant dans votre démarche, c'est que vous dites le bâtiment intelligent, le bâtiment numérique, il doit être rentable, mais il ne doit pas être rentable une fois, il doit être rentable longtemps. Parce que là, on se dit, tiens, on va mettre de la technologie numérique pour faire des économies d'énergie, génial. Eh, mais c'est pas ça qui va assurer la rentabilité sur le long terme. Et là, c'est là où vous avez une démarche qu'il faut me raconter. L'économie d'énergie, en fait, c'est de la réduction de charges. Oui, c'est pas de la création de valeur ajoutée. Je suis d'accord. Voilà. Donc en fait, ça fait une bonne trentaine d'années qu'on automatise les bâtiments en France, et on les automatise uniquement pour optimiser la performance énergétique des installations techniques. C'est ça qu'on pense en premier. C'est à ça qu'on pense en premier. Oui, je suis d'accord. Bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas descendre en dessous de zéro, et qu'il y a un moment, le bâtiment consommera toujours. Et il y a un effet ciseau qui est à craindre, c'est que on est au début des automatismes des bâtiments. Il va falloir, on sait, intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle dans nos systèmes automatisés. Et faire ça, ça demande de l'investissement. Donc si, à mesure que le bâtiment est de plus en plus performant, les économies d'énergie à attendre sont de moins en moins importantes, pourquoi les investisseurs iraient mettre de l'argent dans ces technologies ? Il y a un côté rendement décroissant. C'est ça. Et donc c'est là où, dans votre réflexion, vous dites, un bâtiment intelligent, ça doit se concevoir sur le temps long, avec l'ensemble des applications, des cas d'usage que l'on peut imaginer. Et l'important, c'est de ne pas se planter au départ à la conception-construction. Exactement. Il faut penser long terme, vision, pour avoir une rentabilité de long terme. Voilà, et il faut penser long terme, vision, pas juste économie d'énergie, mais bien-être pour les occupants grâce au numérique. En fait, l'idée, c'est de pouvoir utiliser les données numériques issues des systèmes automatisés pour créer des services numériques à destination des usagers des bâtiments. Et là, quand on s'adresse aux usagers des bâtiments, alors il n'y a plus de plafond de verre pour le développement de nouveaux pans d'économie, de nouveaux vecteurs de croissance. En fait, l'humain est tellement imaginatif qu'on est capable d'imaginer des services numériques qui vont nous permettre de nous accompagner dans nos parcours de vie au quotidien dans notre espace de bureau. Et ces parcours de vie, il faut les numériser et donc créer, par exemple, une application que vous avez sur votre smartphone. On va en reparler de l'application Shirka. Il y a aussi un point. Alors, oui, donc le bâtiment intelligent, l'intelligence du bâtiment finalement sera sans limite. Il faut prévoir à la conception, à la construction, tous les canaux et toutes les infrastructures pour permettre à cette intelligence sans limite de s'exprimer. Exactement. Dès la conception, il y a des budgets aujourd'hui qui sont prévus pour automatiser les bâtiments, qui sont relativement confortables. L'idée, c'est plutôt que de réfléchir à ces infrastructures juste pour faire optimiser les performances des équipements, c'est d'y réfléchir en intégrant des services numériques pour les futurs usagers. Ça, c'est valable pour du bâtiment neuf. Mais quand vous êtes sur du bâtiment existant, la conception est plus ancienne et il faut bien s'adapter. Bien évidemment. Donc, il y a un coût d'investissement si on veut adapter le bâtiment existant. Mais néanmoins, si on veut... Aujourd'hui, la rénovation des bâtiments, on en parle sous l'angle de l'économie d'énergie. Ça veut dire que sous l'angle des doubles vitrages. C'est ça. Et donc, et de la laine de verre. Même sur un bâtiment existant, si en fait on investit des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros juste dans l'automatisme pour l'économie d'énergie, on perd une profitabilité importante. C'est le numérique à destination de l'humain. Alors, il faut m'expliquer, la rentabilité du numérique passera aussi par une sensibilisation des utilisateurs. Oui. Là, j'attends un petit éclairage quand même. Alors, je vais vous éclairer là-dessus. Je pense que vous en avez parlé, j'ai dû vous entendre en parler sur BFM lors d'une émission. Vous avez parlé des DPE une fois. Ah le DPE, oui. Et voilà. Ah oui, le rapport voilà. Et vous avez dit du Conseil d'analyse économique. C'est ça. Et que finalement... ils sont pas très efficaces, ces DPE, parce que on mesure la qualité d'un bâtiment uniquement sur les infrastructures techniques qu'il comporte. L'isolation, les systèmes automatisés qui pilotent les équipements, et etc. en oubliant que le comportement des gens qui vont y vivre peut tout changer. Exactement. D'accord. Donc c'est ça l'idée, c'est que en fait, vous êtes peut-être au courant qu'il y a un décret tertiaire qui existe, qui oblige les propriétaires de bâtiments de plus de 1000 m² de surface utile à mettre en place des automatismes pour réduire la consommation énergétique. Et les enjeux... pas, mais vous me... Alors je vous dis, et les enjeux environnementaux, les législatifs sont énormes. C'est 30% d'économie d'énergie par rapport à l'année de référence, qui est choisie entre 2010 et 2020. On choisit une année de référence et on doit faire 30% d'économie d'énergie.
Oui, à horizon, je l'ai évoqué ici même. À horizon 2030. Oui, Et absolument. À horizon 2050, c'est moins 60%. Oui, il y a différents paliers, effectivement, qui sont assez durs. Et les moins 60% à horizon 2050, vous ne pouvez pas les atteindre si vous ne travaillez pas sur les comportements humains. Vous pouvez mettre tous les automatismes que vous voulez dans un bâtiment. C'est 30% d'économie d'énergie. Les 30% manquants, il va falloir aller les chercher en travaillant sur le comportement humain. Parce que, au mieux, l'humain ne vous fait rien gagner de plus. Au pire, avec ses comportements, il revient aux consommations de départ. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer du service à destination de l'humain pour l'aider à mieux se comporter énergétiquement. Je crois que ces contraintes, donc avec des dates différentes, elles sont dans la RE 2020. Tout à fait. C'est là-dedans. Juste avant d'évoquer cette fameuse application, parce que là, c'est vraiment une étape supplémentaire, je me suis demandé à qui vous vous adressiez en priorité. L'investisseur, le gestionnaire, l'occupant, l'exploitant, l'entreprise, tout le monde Initialement, dans notre métier d'origine, qui est d'automatiser les installations techniques, on fait en fait des caisses à outils pour le mainteneur. Donc, au début de mon expérience, je répondais aux besoins d'exploitants multitechniques. Mais l'exploitant, lui, son boulot, c'est juste de faire de la réduction de charge. Si on veut intéresser l'investisseur, il faut que l'outil numérique lui soit utile à lui. Il est utile à l'investisseur s'il peut attirer des futurs locataires dans son bâtiment. Il est utile au DRH des entreprises si ça leur permet d'attirer les talents grâce à un package de services numériques qui fait partie du package de rémunération. Donc aujourd'hui, avec cette nouvelle activité Build for Use, qui est plutôt orientée service numérique à l'occupant, on s'adresse aux gestionnaires de patrimoine, on s'adresse aux occupants et aux propriétaires. Shirka, c'est la plateforme numérique que vous avez lancée. Alors, c'est le couteau suisse de l'occupant du bâtiment pour accéder à peu près à tout ce que le numérique peut C'est ça. J'introduirais bien le terme de méta-plateforme. Méta-plateforme. L'idée, c'est pas d'avoir une plateforme monoservice. Je l'ai sur mon téléphone, ma chère Clara. Vous l'avez sur votre téléphone. Et c'est pas une application qui va vous permettre juste de réserver une salle de réunion, mais aussi de pouvoir interagir avec tous les systèmes. Par exemple, avoir des infos sur la santé des espaces que je veux occuper. Admettons que j'ai des allergies, ça m'intéresserait de savoir si l'air est propre dans la zone que je vais occuper. Avoir des notifications sur mes comportements énergétiques pour me conseiller sur les bons usages. Je vous donne un exemple tout simple. Je suis dans mon bureau, j'ai besoin de faire une présentation, je baisse les stores pour avoir une meilleure visibilité sur mon écran. Et puis, au lieu de réouvrir les stores une fois que j'ai fini ma présentation, je vais allumer la lumière. Eh bien, l'idée, c'est que cette application servicielle puisse vous conseiller sur les bonnes pratiques énergétiques. Et dans cette application, puisqu'on parle de méta-plateforme, on peut imaginer d'avoir des services de conciergerie numérique, de gestion aussi de mes effets personnels dans des espaces de flex office, d'avoir aussi de la gestion des flux d'occupants pour éviter la promiscuité dans des zones dans des périodes où il risque d'y avoir des épidémies. Ça me permettra d'être plus efficace parce que moins d'arrêts de travail, puisque j'éviterai de me retrouver dans des zones à forte promiscuité, etc. Vous dites d'ailleurs que les services numériques sont propices à attirer à nouveau les gens qui sont en télétravail pour les faire revenir dans l'entreprise. Exactement. J'ai trouvé ça assez original. On a tendance à dire que aujourd'hui, le bureau, ça doit plus être seulement un bureau, mais ça doit être un hôtel de luxe. Vous y contribuez. Alors, l'événement 2024 à la fin de l'année, c'est le showroom, 600 mètres carrés en région parisienne. Venez vivre l'expérience de l'entreprise hyperconnectée. C'est ça. Waouh, ça va être... J'espère que ça va être à la hauteur de mes ambitions. Les entreprises sont en train de travailler aux travaux gros œuvre et second œuvre. Et puis on va équiper en automatisme le site à partir de juin. Bon. On emménage en septembre. Et en octobre, je vous invite. Ça, j'irai voir. Moi, je veux vivre l'expérience de l'entreprise hyperconnectée. Merci, Philippe Prusu, d'être venu nous voir déjà aujourd'hui, président fondateur de Build for Use. À bientôt.